travers des précédents modules, nous vous avons déjà montré un certain nombre de cas cliniques dans lesquels le plan axial aidait grandement à la détection et à la compréhension des fissurations méniscales. Cet intérêt du plan axial dans l'analyse des ménisques s'ajoute donc aux intérêts plus classiques de ce plan axial dans l'analyse du cartilage fémoro-patellaire par exemple, des tendons périarticulaires multiples et que l'on coupe dans leur petit axe, ou du ligament croisé antérieur, le plan axial offrant bien une deuxième vue en plus du plan sagittal pour comprendre l'aspect normal et pathologique de ce ligament. Avant de parler des cas pathologiques, nous souhaiterions vous montrer un aspect normal de ménisque dans le plan axial. Il faut, pour bien voir un ménisque, avoir effectivement un peu de chance et que ce plan axial passe parfaitement au sein de l'articulation, mais c'est en fait une situation relativement fréquente. Vous verrez ainsi vos ménisques en forme de C pour le médial, en forme de O pour le latéral, et si vous êtes un peu habitué, vous comprendrez que ceci est bien le mur périphérique de votre ménisque, qu'on voit relativement bien, qui est assez bien, assez nettement délimité. Notez que le bord libre, le bord central, le sommet du triangle est également bien visible sous forme de cette ligne. Il existe bien un peu de volume partiel, mais cette ligne représente bien le bord libre d'un ménisque, puis de l'autre. Voici l'illustration avec un surlignage en orange de ce ménisque normal qu'il faut apprendre à voir lorsqu'on a la chance de passer en plein dessus dans le plan axial. Peu d'articles dans la littérature se sont intéressés à la pertinence de cette analyse dans le plan axial du ménisque, mais regardez cet exemple, fissuration horizontale d'un ménisque dans le plan sagittal, dans le plan coronal, et bien dans le plan axial, vous notez bien une disharmonie, une désorganisation de ce ménisque médial qui ici était relativement homogène. Il est ici fortement modifié, avec non seulement un aspect un peu irrégulier de son bord libre, d'allure dégénérative, mais aussi ici une image tout à fait anormale, qu'on dira disharmonieuse, qui représente en fait une fissuration horizontale que l'on intercepte dans le plan axial. Et en voici les limites documentées avec ce surlignage en orange encore une fois. Il y a quelques années, l'article de Taran s'était intéressé à la pertinence de ce plan axial seul en comparaison avec des combinaisons au plan coronal et au plan sagittal, en comparaison avec l'association plus classique d'un plan sagittal et d'un plan coronal dans l'analyse des ménisques médiaux et latéraux. Ce qu'il en ressortait, bien entendu, c'est une forte performance diagnostique du plan sagittal additionné au plan coronal. Ceci rejoint les statistiques connues de longue date, avec une meilleure performance d'ailleurs pour le plan médial que pour le plan latéral. Avec une meilleure performance d'ailleurs, tout à fait connue pour le ménisque médial que pour le ménisque latéral. Lorsque le plan axial était utilisé seul, la performance diagnostique du lecteur était estimée à 80% pour le ménisque médial et environ 70% pour le ménisque latéral. Ces chiffres du plan axial seul sont en effet plus faibles que les autres plans, mais admettons que 80% et 70% c'est quand même pas mal. Notons une chose quand même, c'est que pour les auteurs, la confiance dans leur diagnostic dans l'analyse axiale seule était quand même nettement plus faible que les autres plans. Ceci, bien entendu, on pouvait s'y attendre, même pour des lecteurs expérimentés. Quid de l'association d'un plan axial et d'un plan coronal? Près de 90% et de 85%. Notez qu'on est quasiment à l'association sagittale et coronale classique. Quant à l'association axiale plus sagittale, elle était également excellente. Elle est même meilleure, notez-le, pour le plan latéral que l'association classique sagittale et coronale. Il nous semble donc pouvoir dire que ce plan axial devrait, au même titre que les autres, être utilisé dans l'analyse des lésions méniscales. Une des illustrations les plus classiques, qui a fait l'objet d'un éclairage récent dans la littérature par l'équipe de Grenoble, c'est la lésion de la corne postérieure du ménisque latéral dans le cadre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Lors du recul du condyle, on l'a dit dans le module précédent, il existe une fissuration verticale périphérique du ménisque dont on connaît la difficulté diagnostique selon certaines études proposées dans le passé. Regardez ce que le plan axial peut apporter. Il va identifier véritablement cette fissuration, vue sur plusieurs coupes dans le plan sagittal, sous forme d'un hypersignal linéaire périphérique le long de la corne postérieure du ménisque latéral. C'est ce que l'on a proposé sous le terme de zip sign, le signe de la fermeture éclair ou le signe de la braguette en français.
Ce signe est relativement sensible dans le cadre de ces lésions de la corne postérieure. Les coupes passent en effet relativement bien dans le plan axial au sein de cette corne postérieure. Le deuxième avantage de l'analyse dans le plan axial des ménisques en routine sera la compréhension des lésions. Regardez ce cas clinique d'un patient porteur de douleurs de compartiment latéral. Postérieurement dans le plan coronal, vous voyez votre corne postérieure. En dedans, près de l'échancrure, vous trouvez une petite image logée au sein de l'interligne articulaire, à proximité, qui correspond probablement à un petit fragment instable. Vous continuez vers l'avant, vous retrouvez cette image plutôt anormale à proximité de la racine, et puis quand vous arrivez sur le corps ou le segment moyen du ménisque, vous trouvez là une fissuration verticale que vous identifiez sur plusieurs coupes pour retrouver un ménisque quasiment normal, plus en avant. On peut donc considérer que ce ménisque est le siège de fissuration probablement un peu compliqué, postérieur ici, probablement radiaire avec petit fragment instable, avec ici une fissuration au moins verticale et possiblement horizontale associée sur le segment moyen. Quand en fait vous vous penchez sur la vue axiale, eh bien tout va devenir relativement plus clair. Vous allez constater qu'il existe bien ici une corne antérieure relativement préservée, que sur le segment moyen, eh bien vous avez en fait une fissuration radiaire oblique, ce que l'on appelle parfois en bec de perroquet, qui repique effectivement vers l'arrière. Et puis quand on arrive sur la corne postérieure à proximité de son attache, on identifie bien une fissuration radiaire transfixiante un peu curviligne qui isole un petit fragment méniscal au niveau de la racine et qui manifestement a tendance à se déplacer un petit peu vers l'avant ici pour expliquer cette image au contact de l'échancrure intercondylienne. Voici comment le plan axial, ici encore une fois avec un peu de chance, nous permet de bien visualiser et de bien comprendre l'orientation et la localisation des différents traits de fissuration. Prenons ici un second exemple d'un patient chez qui, dans le plan coronal sur le segment moyen, vous trouvez une petite image de fente verticale qui vous évoque une fissuration radiaire, probablement un peu curviligne, et quand vous observez le plan axial, eh bien vous allez effectivement la trouver, comme chez le patient précédent, une fissuration radiaire en bec de perroquet qui repique un petit peu vers l'arrière. En voici la démonstration après surlignage en orange. Vous comprendrez ainsi beaucoup mieux la fissuration et vous exprimerez sa localisation et son orientation dans votre compte-rendu. Voici un second cas pour illustrer la compréhension des images que nous offre ce plan axial. Dans un plan sagittal, on comprend bien que ce patient a manifestement une rupture de croisée avec impaction du compartiment latéral. Ce que l'on note, c'est une grosse corne antérieure, plutôt double, du ménisque latéral, tandis que postérieurement, le ménisque est de petite taille. Quand vous regardez le compartiment dans le plan axial, vous allez en fait comprendre que la corne antérieure est encore en place, mais en revanche que le segment moyen et le segment postérieur et la corne postérieure que l'on attendrait à ce niveau ont en fait basculé en direction de l'échancrure intercondylienne. Il s'agit donc d'une sorte d'émi-anse de saut postérieure. Et si vous aviez du mal dans le plan sagittal et dans le plan coronal, eh bien, regardez comment le plan axial vous a parfaitement renseigné sur la nature du déplacement méniscal. Notez ici un moignon de ligament croisé antérieur qui s'est déplacé vers l'avant et réalise également une sorte d'effet de masse antérieure. Pour aller un petit peu plus loin, précisons que ce plan axial peut également être intéressant dans l'analyse du cartilage et de l'os sous-chondral. Si nous reprenons ce cas témoin que nous vous avions montré pour illustrer les bords libres des deux ménisques, eh bien, vous aviez peut-être déjà noté une disharmonie qui ne portait pas sur les ménisques, mais bien sur le condyle fémoral. Lorsque vous regardez cette image un petit peu plus haut, vous retrouvez effectivement des anomalies qui sont bien dans l'os et quand vous les corrélez avec le plan coronal et le plan sagittal, vous confirmez qu'il s'agit de zones de souffrance sous-chondrale en regard de foyers de souffrance cartilagineuse. Si cela était nécessaire, mais ça ne l'est peut-être pas, notez que ce plan axial vous permettrait presque de mesurer parfaitement la surface de section de cette zone de souffrance sous-chondrale. Autre illustration d'un foyer de souffrance cartilagineuse, on note dans le plan coronal une petite fissuration, peu profonde, ne dépassant pas 50% de l'épaisseur du cartilage. Si vous regardez dans un plan axial, figurez-vous que vous pourrez voir cette fissuration dans sa longueur, vous pourrez presque la mesurer dans sa longueur, en tout cas vous confirmerez qu'il s'agit bien d'une fissuration cartilagineuse d'orientation sagittale.
Pour terminer sur la place du plan axial dans l'analyse des lésions méniscales, précisons qu'il peut être utile dans la mesure en longueur des lésions. Effectivement, si l'on reprend notre fissuration horizontale, bien vue dans le plan sagittal et coronal, et que l'on corrèle avec le plan axial, on pourra réaliser une mesure en longueur de cette zone de dysharmonie qui commence probablement par ici, tourne à la jonction corne postérieure et corps méniscal et se termine probablement par là, puisqu'à partir de là, la corne antérieure du ménisque nous semble relativement préservée, mis à part cette zone de volume partiel sur le bord libre, mais notez qu'il n'existe pas de franche dysharmonie. Cet aspect est celui qu'on connaît dans les ménisques normaux et n'a rien à voir avec le chantier hétérogène vu un peu plus postérieurement. Au total, dans le compte-rendu, vous pourrez dire au chirurgien que votre zone de fissuration mesure à peu près 20 plus 24 mm, soit 45 mm de la racine postérieure jusqu'à la jonction entre le corps et la corne antérieure. Au total, le premier point fort à retenir est que le plan axial voit dans certains cas relativement fréquents toutefois parfaitement les ménisques et les fissurations méniscales. Le second point fort à retenir est qu'il permet souvent de confirmer une impression obtenue dans les autres plans. Le troisième point fort est qu'il aide grandement à la compréhension des lésions lorsqu'elles sont complexes et éventuellement à la mesure en longueur des fissurations. Dans le prochain module, nous nous intéresserons à la physiopathologie et à la sémiologie des lésions associées aux fissurations méniscales. Je vous remercie de votre attention.